Le Bureau des plans spéciaux est formellement constitué à la fin de l'été 2002. L'unité relève de Doug Feith. Ce sont des hommes à lui. Ces nouveaux venus sont des politiques, des idéologues néoconservateurs. Ils ont une fonction bien précise. Ils sont là pour produire des synthèses sur 3 thèmes. Terrorisme, armes de destruction massive et bien sûr Saddam Hussein et l'Irak. Et là, une consigne bien curieuse nous est donnée. Ne pas amender, supprimer quoi que ce soit dans ces synthèses. Malheureusement, il m'est arrivé, comme à d'autres, de faire la bêtise d'examiner ces synthèses. Et c'est là que nous avons réalisé que quelque chose d'effarant se tramait. La première d'une longue série de découvertes effarantes. Ces synthèses ne semblaient pas tout à fait collées aux rapports d'espionnage sur lesquels nous travaillions. Ces types n'étaient pas là pour faire du renseignement, ils étaient là pour faire de la propagande. Et la CIA n'avait rien à voir là-dedans. Elle aussi s'est fait manœuvrer et politiquement manipuler. Ces visites répétées de Cheney au siège de la CIA pour parler aux analystes, c'est ahurissant. On n'avait jamais vu ça. Pourquoi voulait-il tant peser sur ce que la CIA produisait? La CIA est là pour produire des faits, des analyses, des alternatives. Mais l'heure n'était plus aux alternatives. Les esprits étaient mûrs. À l'automne 2002, place à la nouvelle étape. Vendre cette guerre au Congrès, aux alliés et au peuple américain. Le plus choquant, c'est quand j'ai vu le président Bush et Dick Cheney faire des discours en reprenant au mot près les synthèses du Bureau des plans spéciaux. Et à l'automne, quand je vois le New York Times et le Washington Post friser l'hystérie sur la menace posée par Saddam Hussein, ses armes de destruction massive, ses programmes, et que je retrouve à la phrase près ce qu'on lisait dans les notes confidentielles estampillées Bureau des plans spéciaux, quand le président et le New York Times citent des synthèses qui, à moi, ne me parviennent que via un système Internet ultra sécurisé, avec la mention confidentielle sur chaque page, je me dis que quelqu'un fait fuiter des informations confidentielles. S'agit-il d'un crime? À mon niveau, c'en est un. Mais qui dois-je alerter? Les coupables sont mes chefs. En réalité, que faisait-il, sinon de cherry picking? Ce terme désigne la cueillette des cerises. On ne cueille pas les cerises qui ne sont pas mûres. On ne cueille que celles qui paraissent belles à nos yeux. Que les jolies cerises. Et quelles sont les jolies cerises pour Doug Feith et Dick Cheney? Que choisirait Richard Pearl? Pearl et tous les autres ne choisiraient que ce qui confirme ce en quoi ils croient déjà. Auquel cas, ces gens sont mal informés. Ou alors, ceux qui pourraient être crus par la nation de façon à ce qu'elle dise oui à la guerre. Ce groupe d'idéologues, parvenu au pouvoir avec George Bush, a reçu le nom de cabale, et eux-mêmes se sont amusés à s'appeler ainsi. Et tout ça s'est produit sous nos yeux. Nous, professionnels du Pentagone, organe éminent de l'exécutif, nous nous livrions à une campagne de propagande. On en était certes victimes, nous aussi, mais c'était bien notre institution. L'endroit où, dans mon cas, c'était 20 ans de ma vie. Oui, j'ai été très surprise et ça m'a ouvert les yeux. Voilà pourquoi je suis partie et j'ai parlé. Mais ce que j'ai vu, beaucoup d'autres l'ont vu aussi.
Chaque fois qu'un général a dit non, il a été remplacé. Chaque fois qu'un général ou qu'un colonel a remis en cause une opération, il a été remplacé. Résultat, lorsqu'on est parti en guerre, on n'avait plus qu'une bande de zozos à la tête de nos armées. Pas de problème, Bagdad sera pris en une semaine. Il y aura des fleurs plein les rues. Le vice-président a dit, c'est du tout cuit, pas de problème. George Tenet, le patron de la CIA, qui raffolait de l'accès qu'il avait à son bon ami George Bush. C'est du tout cuit, ça roule. Pourtant, des centaines de gens expérimentés à la CIA, au Pentagone et bien sûr au département d'État leur ont dit de ne pas faire ça. Ne faites pas ça, c'est du suicide. Vous allez déstabiliser le Moyen-Orient. Mais ces types n'ont rien voulu entendre. Cheney n'a pas écouté, parce que son objectif était de faire de l'argent. Et Dieu sait s'il a été exaucé. I mean, there's a series of disastrous mistakes. We just heard the Secretary of State say these were tactical mistakes. These were not tactical mistakes. These were strategic mistakes, mistakes of policy made back here. Don't blame the troops. They're the ones that perform the tactics on the ground. They've been magnificent. If anything saves this, it will be them. Should someone resign? Absolutely. Who? Secretary of Defense, to begin with. To August 26, 2002, the Veterans of Foreign War had a convention, a meeting. Vice President Cheney was the guest speaker. You were honored, as you can see the medal around your neck there. This is what the Vice President said on that day. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. After that event, the Washington Post captured your thinking in its conversation with you. Cheney's certitude bewildered retired General Tony Zinni. In my time at CENTCOM, I watched the intelligence, and never, not once, did it say he has WMD. I'd say to analysts, where's the threat? Their response, he recalls, was silence. Zinni's conclusion as he slowly walked off the stage was that the Bush administration was determined to go to war. A moment later, he had another equally chilling thought: these guys don't understand what they're getting into. Parmi eux, Dick Cheney. Richard Pearl, un homme qu'on ne présente plus. Il était à la tête du Defense Policy Board, un groupe de réflexion stratégique au sommet du Pentagone. On a bien sûr Rumsfeld à la Défense, avec son numéro 2, Paul Wolfowitz. Il y a aussi son numéro 3, Doug Feist, quelqu'un qu'on connaît moins. Un obsessionnel du Proche-Orient, pro-Israël à l'extrême, d'une agressivité très caractéristique des positions néoconservatrices. Reste un dernier personnage, Stephen Adley, l'homme qui est à la tête du Conseil de sécurité nationale. Ce sont les mêmes hommes qui proclamaient jadis « Nous avons gagné la guerre froide, maintenant nous dirigeons le monde ». Sous Clinton, ils ont appelé ça « Projet pour le nouveau siècle américain ». Leurs écrits sont tout à fait éclairants, et notamment cette phrase « Pour que le peuple américain nous suive, il nous faut un nouveau Pearl Harbor ». La guerre d'Irak pouvait-elle se faire sans le 11 septembre? Je crois bien que oui. Le 11 septembre a juste rendu les choses plus simples et plus rapides. Maintenant, les démocrates au Congrès. On aurait pu penser qu'ils s'opposeraient à la guerre. Mais ils ne peuvent pas.
Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, Cheney a été plus malin. En s'appuyant sur des gens comme Paul Wolfowitz, il a réussi à convaincre l'opinion de deux choses. L'Amérique a été attaquée et notre allié Israël est en danger. Cette guerre protégera Israël, car nous empêcherons Saddam Hussein de lancer ses missiles sur Israël. Bref, les démocrates sont dans la nasse. Ils ne peuvent s'opposer à la guerre sous peine de passer pour des faiblards et que le lobby pro-Israël leur dise « On avait besoin de votre vote et vous avez failli ». Il y a ici quelque chose de préoccupant et dont j'ai fini par prendre conscience, même si je n'en ai pas été le témoin direct. J'ai cru comprendre qu'une unité du genre du Bureau des plans spéciaux, une officine de propagande, a également été mise en place en Israël. Une officine de propagande, là encore, mise en place pour court-circuiter le Mossad, exactement comme on le faisait ici avec la CIA. On est clairement dans un mélange des genres. Ces gens tentent de faire passer leurs intérêts pour ceux d'Israël. Il reste à prouver que ce que nous faisons sert les intérêts d'Israël. Je ne crois pas qu'Israël ait tiré parti de nos 6 années de guerre en Irak. Et les Israéliens eux-mêmes non plus d'ailleurs. Mais quand on regarde qui a poussé à la guerre, l'AIPAC vient bien sûr à l'esprit. Bien évidemment, le lobby pro-israélien et la réputation qu'on lui connaît, celle d'alimenter le Congrès en documents et autres synthèses stratégiques. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are a vital interest of the United States of America. Tout cela a apporté de l'eau au moulin néoconservateur en 2002-2003. Saddam Hussein doit partir, c'est une menace considérable. Rien de vrai là-dedans, bien sûr, mais ça a alimenté la machine. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. The United States will stand with Israel now and forever. C'était brillamment manœuvré. Les deux branches du lobby pro-israélien faisaient alliance pour aller à la guerre. Voilà pourquoi Kerry, Biden et Clinton ont voté la guerre. We need you now more than ever. À Washington, on n'aime pas trop parler du lobby pro-israélien. On ne se risque pas non plus à dire que notre diplomatie est parfois influencée par les intérêts d'un autre pays, mais en fait, il faut en parler. Et on commence à en parler. Des idéologues ont mené tout le monde en bateau, grâce aux mensonges, à la manipulation, aux fuites vers la presse. Juste ou pas, on peut toujours discuter, mais c'est la conclusion à laquelle vont arriver les Américains. Et cela sera mauvais pour Israël. Et le plus fou, c'est que les congressistes n'ont même pas lu les rapports du renseignement. Ces rapports étaient à leur disposition, et s'ils les avaient lus, ils auraient compris que tout cela n'était que du vent. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et on le savait très bien. Nous connaissions les capacités de l'Irak. Nous avions écrasé leur armée en 1991, réduite en lambeaux. Et après la fin des combats, on a continué à bombarder le pays. On a tendance à l'oublier, mais entre 1991 et 2003, date de notre seconde invasion du pays, nous avons lâché sur l'Irak plus de bombes que sur le Vietnam. Chiffre public, avéré, indiscutable. Mais au fait,